remercier, Friedland Camping Institute pour nous avoir proposé à Louise et à moi de présenter ce séminaire sur l'importance de la consommation de protéines chez la personne âgée. Alors, il me revient de vous souhaiter bien sûr la bienvenue, mais également de présenter Louise Deldic, qui va prendre la parole en premier lieu dans ce webinaire. Alors, je vais vous la présenter. Elle est diplômée en éducation physique et détentrice d'un doctorat en physiologie de l'exercice à l'UC Louvain. Louise a commencé sa carrière académique à la KU Leuven et est actuellement professeure à l'UC Louvain. Elle est spécialisée de la physiologie de l'exercice et plus particulièrement des régulations moléculaires de la masse musculaire. Différents stimuli, tels que l'activité contractile et la nutrition, sont de puissants régulateurs de la masse musculaire. Cependant, leurs mécanismes d'action ne sont que partiellement élucidés à l'heure actuelle. Louise Deldic est également la responsable académique du Centre d'investigation clinique en nutrition à l'UC Louvain, qui a pour mission d'étudier les effets de comportement, de compléments alimentaires, de nouveaux produits alimentaires et ou de tout type d'alimentation particulière sur la santé, sur les paramètres biologiques ou sur la perception et la réceptivité des sujets. Louise, je te passe la parole. Un tout grand merci, Hélène. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Et donc, on m'a demandé de vous présenter un petit peu les aspects physiologiques de cette importance des protéines chez la personne âgée. Ma présentation va se diviser en 4 grandes parties. La première, je vais vous présenter les changements physiologiques qui sont liés à l'âge. Vous allez tout de suite comprendre l'importance des protéines et l'importance de l'activité physique qui, combinés ensemble, vont permettre à la personne âgée de maintenir leur masse musculaire. Et donc, on passera en revue les recommandations qui sont nécessaires à ce maintien, voire au développement de la masse musculaire chez la personne âgée. Commençons donc par voir ces changements physiologiques qui sont liés à l'âge. Et comme vous pouvez voir sur cette première diapositive, il y a toute une série de processus physiologiques qui vont être modifiés avec l'âge. C'est quelque chose de tout à fait physiologique. Vous le voyez au niveau endocrinien. Un certain état inflammatoire peut se développer également chez la personne âgée. On dira que c'est un état inflammatoire de bas grade. Il y aura une diminution de l'appétit et ça peut être plus particulièrement embêtant quand il s'agit de diminuer l'apport protéique puisque c'est un des prérequis pour pouvoir maintenir sa masse musculaire. Il y aura une diminution du métabolisme du glucose avec une certaine résistance à l'insuline qui va impacter la synthèse des protéines, un changement de composition corporelle avec une augmentation de la masse graisseuse, une diminution de la masse musculaire. Et au niveau des mitochondries que l'on va retrouver dans le muscle, on aura un fonctionnement qui va potentiellement être altéré avec l'âge également. Heureusement, l'activité physique, comme vous pouvez le voir ici sur le côté gauche de la diapositive, va permettre de réduire ces changements physiologiques qui sont liés à l'âge, voire complètement les prévenir, que ce soit au niveau endocrinien, au niveau de l'inflammation. Vous pouvez le voir qu'au niveau de la composition corporelle également, on aura un meilleur maintien de la masse musculaire ainsi que de la masse osseuse et une diminution de la masse grasse qui a tendance à augmenter avec l'âge. Alors plus particulièrement par rapport à ces changements physiologiques, certains sont liés à la nutrition et ça va nous importer particulièrement dans cette première partie de webinaire. Je vous le disais, il y aura une diminution de la masse maigre et plus particulièrement de la masse musculaire qui sera liée à l'âge, une augmentation de la masse grasse, une diminution du taux métabolique de base ainsi que des besoins énergétiques. Et donc, la personne âgée sera une personne qui aura tendance à prendre du poids.
Une diminution de la capacité à l'effort, une diminution de la capacité maximale d'endurance, ce qu'on appelle la VO2 max, une diminution de la concentration en globules rouges qui transportent l'oxygène, des problèmes d'équilibre qui feront que la personne âgée aura tendance à être moins active que la personne plus jeune. On aura également de la masse osseuse qui va diminuer et ce qui va entraîner une augmentation du risque d'ostéoporose. On va avoir une diminution du système immunitaire, ce qui va amener la personne âgée à avoir un risque d'infection qui va être augmenté, être plus souvent malade. Une diminution du goût, de l'odorat qui va contribuer à la perte d'appétit. Une perte de dents avec l'âge, une bouche qui peut être plus sèche, qui va compromettre l'ingestion d'aliments et plus particulièrement les protéines qui sont plus difficilement masticables que les hydrates de carbone ou que les lipides. Et donc, ça va être embêtant pour le maintien de la masse musculaire puisque ces protéines sont les briques du muscle. On va avoir une diminution de la fonction rénale et du mécanisme de la soif, augmentant ainsi le risque de déshydratation. Et enfin, on va avoir des changements dans la fonction gastro-intestinale qui va contribuer à la constipation et à l'absorption des nutriments qui va se faire moins bien. Et donc, par rapport à ces changements qui sont liés à la nutrition, celui qui va nous occuper ici le reste de ma présentation, ça va être la diminution de la masse maigre et plus particulièrement la diminution de la masse musculaire à laquelle va s'ajouter, comme nous venons de le voir, des problèmes au niveau de l'ingestion protéique. Donc, ces deux facteurs vont se combiner et vont faire que, la personne âgée aura tendance à perdre de la masse musculaire avec l'âge. Et ceci aura comme conséquence directe de perdre de la force musculaire, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, en fonction de l'âge. On va avoir une force maximale au niveau des fléchisseurs plantaires et dorsaux qui pourrait être maintenue plus ou moins jusqu'à l'âge de 50-60 ans, mais à partir de 50-60 ans, on va avoir une perte de la force musculaire qui va être fortement marquée et ceci est explicable essentiellement par la perte de masse musculaire. Vous avez ici une section du quadriceps. On a donc coupé la jambe de manière transversale par imagerie. Pour voir en gris foncé, vous avez la masse musculaire et tout autour, vous avez la masse graisseuse qui va entourer ce muscle. Et au milieu, vous pouvez voir le fémur, donc l'os au niveau de la cuisse. À gauche, vous avez une image qui a été prise chez un sujet de 25 ans. À droite, vous avez une image qui a été prise chez un sujet de 67 ans. Et vous voyez directement la différence de masse musculaire entre le sujet de 25 ans. Vous voyez cette partie grise foncée qui occupe la majorité de l'image que je vous montre, tandis qu'à droite, chez la personne de 67 ans, vous voyez que cette masse grise foncée va diminuer et que la partie blanche, donc la graisse, va occuper une plus grande partie de l'image. Et plus particulièrement, ici aussi, vous pouvez voir que l'âge de 50-60 ans, c'est un âge critique où on va voir une diminution importante de la masse musculaire, où on aura une diminution plus marquée. Alors évidemment, certains sujets vont commencer à perdre la masse musculaire vers l'âge de 30-40 ans, d'autres un peu plus tard à l'âge de 60-70 ans, mais en moyenne, on peut voir que la différence marquée va se voir aux alentours de 50-60 ans. Et à ce sujet de masse musculaire, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de masse musculaire qu'une personne de 30-40 ans aura en moyenne? Donc la question c'est quel est le pourcentage moyen de la masse musculaire chez un individu de 30-40 ans? Et pour ceci, 4 réponses possibles et je vais vous demander de répondre dans le chat. Donc la première réponse pour ce pourcentage moyen de masse musculaire chez une personne de 30-40 ans, la première réponse est de 20%. La deuxième réponse est de 40%. La troisième réponse, 60%.
Et la quatrième réponse, 80%. Donc 20, 40, 60 ou 80% de la masse musculaire, comme pourcentage moyen de masse musculaire par rapport au poids total pour un individu de 30, 40 ans. Voilà, je vous laisse répondre dans le chat. Je vois un peu de tout apparaître, 20, 40, 60. 60% du poids total qui serait représenté par la masse musculaire. Je vous laisse encore 10, 15 secondes pour pouvoir répondre. Voilà. Alors, je n'ai pas vu le 80% apparaître, mais vous pouvez voir que la bonne réponse est 40%. Donc, chez un individu de 30-40 ans, la masse musculaire représente plus ou moins 40% du poids de l'individu. On entend souvent 20 ou 60%, c'est ce qu'on a retrouvé dans le chat. Je n'ai pas vu les 80%, mais donc la bonne réponse, c'est 40%. Et donc, vous imaginez, chez la personne âgée dont la masse musculaire va diminuer, on va tomber à des pourcentages qui sont inférieurs à ces 40%. Et donc, quand on va diminuer cette masse musculaire, on risque de tomber dans ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la diminution de la masse musculaire qui est couplée également, vous voyez, un autre critère sur cette diapositive de sarcopénie, c'est une diminution de la force musculaire. Donc, la force et la masse musculaire qui vont diminuer avec l'âge, ce sont deux critères de définition de la sarcopénie. Et on peut donner une gradation à cette sarcopénie avec une diminution de la performance physique, qui est le troisième critère officiel de cette sarcopénie. Donc, une diminution de la force, une diminution de la masse et une diminution de la performance musculaire sont les trois critères qui vont déterminer la sarcopénie avec l'âge. Alors, pour pouvoir maintenir cette masse musculaire avec l'âge, il y a deux critères qui sont importants. C'est pouvoir avoir un apport protéique qui soit suffisant, avec des protéines qui soient de qualité suffisante, et également maintenir une certaine activité physique. On y reviendra par la suite. Commençons avec l'importance des protéines. Parce que ces protéines, en fait, quelle que soit leur nature, vont activer la synthèse des protéines. Et donc ici, vous avez trois types de protéines différentes, des protéines de petit lait, la caséine qui se retrouve au milieu et des protéines de soja qui ont toutes les trois le pouvoir de pouvoir augmenter la synthèse des protéines. Et ce qui a été mesuré ici, c'est la comparaison par rapport à une situation à jeun où, évidemment, dans cette condition à jeun, la synthèse des protéines ne sera pas fortement activée. A été comparé à cette condition à jeun, des conditions de repos qui sont représentées par les histogrammes en blanc ici et des conditions exercices qui sont représentées par l'histogramme en noir. Et donc, on peut voir que quand on va ingérer ces protéines de petit lait, des protéines de caséine ou des protéines de soja, on va pouvoir augmenter la synthèse des protéines par rapport à une condition à jeun, et ce, d'autant plus que cette prise de protéines est couplée à des conditions d'exercice. Donc, vous pouvez voir que les trois histogrammes noirs sont les histogrammes les plus importants, les histogrammes les plus élevés. Donc, quand on va coupler une activité physique avec une prise de protéines, on va pouvoir augmenter, voire doubler, vous pouvez le voir pour les protéines de petit lait, cette synthèse des protéines. Alors, pourquoi ces protéines de petit lait sont les protéines qui vont activer le plus la synthèse des protéines? Parce qu'elles vont contenir beaucoup d'acides aminés essentiels, et ce sont les acides aminés qui vont avoir le pouvoir le plus important pour venir activer la synthèse des protéines. C'est ce qui a été montré dans cette étude-ci, où ils ont comparé en blanc une condition placebo. En gris, vous avez les 20 acides aminés, MAA pour Mixed Amino Acids, et en condition assurée, vous avez les Essential Amino Acids, donc les acides aminés essentiels. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ce sont les histogrammes à la droite de la diapositive, où on a été mesurer la balance protéine nette qui représente la différence entre la synthèse et la dégradation des protéines.
on voit que dans la condition placebo, ou dans la condition dans laquelle les sujets n'ont pas reçu de protéines, eh bien, on va avoir une balance protéique nette qui va être négative. Lorsque l'on va donner les 20 acides aminés au sujet, eh bien, on va avoir une balance protéique nette qui va être positive. Et quand on va donner seulement les 9 acides aminés, eh bien, on va avoir un effet sur cette balance protéique nette qui va être identique à celle lorsqu'on donne les 20 acides aminés. Donc, ce qui montre l'importance de ces acides aminés essentiels dans l'activation de la synthèse des protéines et dans la balance protéique nette. Et parmi ces acides aminés essentiels, il y en a un que l'on appelle la leucine, qui est particulièrement important. Donc la leucine qui joue un rôle important dans l'activation de la synthèse des protéines musculaires et qui a été montré dans cette étude-ci pour vraiment venir optimaliser la balance protéique nette que vous retrouvez à nouveau sur la droite de la diapositive. On a comparé eh bien 3 conditions différentes. Une première condition où on a donné des hydrates de carbone, c'est la condition blanche. Une condition où on a donné des protéines, c'est la condition hachurée. Et puis en noir, vous avez une condition où on a donné à la fois des protéines et où on a ajouté 7 grammes de leucine. Et vous pouvez voir que par rapport à la condition protéine uniquement, eh bien, on a une balance protéique nette qui est significativement un petit peu plus élevée. Donc, c'est l'histogramme noir par rapport à l'histogramme hachuré sur la droite de la diapositive, une condition leucine où on va pouvoir venir optimaliser cette balance protéique nette, montrant l'intérêt de cet acide aminé particulier qui est la leucine dans l'activation de la balance protéique nette. Et cette leucine, on va la retrouver particulièrement dans les sources protéiques animales. Vous pouvez voir ici toute une série de sources protéiques représentées en rouge pour les protéines animales, en vert pour les protéines végétales, et la part de protéines est représentée dans ces protéines par la partie orange de l'histogramme et la partie vert clair pour les protéines végétales. Donc, pour les protéines animales, on est plus ou moins à une dizaine, voire une quinzaine de % de leucine dans ces différentes sources. Pour les protéines végétales, on est plutôt entre 8 et 10 %. Donc, on voit que dans les sources animales, on a un contenu en leucine qui est plus important par rapport aux sources végétales et le reste de l'histogramme est représenté par les acides aminés essentiels. Et ici aussi, vous pouvez voir que il y a une portion plus importante d'acides aminés essentiels dans les protéines de source animale que dans les protéines de source végétale. Donc clairement, la qualité des protéines animales est supérieure à la qualité des protéines végétales, comme on peut le voir ici au niveau de leur contenu en acides aminés essentiels, ainsi que dans leur contenu en leucine. Et à propos de cette leucine, j'en viens à ma deuxième question. Donc, on sait que elle fait partie des acides aminés branchés qui sont au nombre de 3. On parle également en anglais de branch chain amino acids. Est-ce que vous connaissez les 2 autres acides aminés qui vont constituer cette famille d'acides aminés branchés avec la leucine? Alors, j'ai de nouveau 4 réponses possibles. La première réponse, c'est la valine et l'isoleucine. La deuxième réponse, c'est la valine et la glutamine. La troisième réponse, c'est l'isoleucine et la norleucine. La quatrième réponse, bien, c'est aucune de ces 3 propositions. Donc, je rappelle la question. Avec la leucine, quels sont les 2 autres acides aminés que l'on peut qualifier comme branchés? Pour la première réponse, c'est la valine et l'isoleucine. Pour la deuxième réponse, c'est la valine et la glutamine. La troisième réponse, c'est la norleucine et l'isoleucine. Et la quatrième réponse, c'est aucune de ces 3 propositions. Je vous laisse 10 à 15
secondes pour pouvoir répondre. Apparemment, c'est une famille qui est bien connue, cette famille des acides aminés branchés, puisque je vois les bonnes réponses qui sont toutes citées. Donc, je peux confirmer que c'est bien la première réponse. Donc, les acides aminés branchés sont donc bien la leucine, comme je vous le disais, et en plus la valine et l'isoleucine. Vous avez tout à fait raison, c'est bien la première réponse. Donc, les acides aminés branchés au nombre de 3 sont la valine, la leucine et l'isoleucine. Alors, comme on l'a vu, donc les protéines végétales sont d'une un peu moins bonne qualité que les protéines animales, aussi parce que certaines protéines végétales vont présenter un profil en certains acides aminés en plus faible quantité, comme vous pouvez voir ici pour la lysine et pour la méthionine. Vous avez en blanc toute une série de protéines végétales. En gris, vous avez les protéines animales et en noir, vous avez le contenu en protéines du muscle. Vous pouvez tout de suite voir que pour les protéines animales, on va avoir un contenu en lysine et en méthionine qui va se rapprocher du contenu musculaire, tandis que pour toute une série de sources végétales, bien soit la lysine, soit la méthionine sont absentes, soit elles sont en faible quantité. Et donc ça pose problème évidemment d'avoir certains acides aminés, ici en l'occurrence des acides aminés essentiels, qui sont soit absents, soit présents en faible quantité dans certaines protéines. Vous pouvez voir au niveau des pommes de terre qui se trouvent ici au milieu de la liste des protéines, tout à fait à droite des protéines végétales, que ces protéines de pommes de terre ont un profil intéressant en lysine et en méthionine. Et donc, a priori, on pourrait penser que cette source végétale est intéressante. Mais ici, le problème de cette source végétale, c'est que il faudrait pouvoir en manger des doses impressionnantes. On estime qu'il faudrait 3 à 6 portions de ces pommes de terre pour pouvoir atteindre la dose recommandée de protéines sur un repas. Donc, on recommande généralement d'avoir une vingtaine de grammes de protéines par repas, ce qui est facilement atteignable lorsqu'on va manger des protéines de type animal. Vous pouvez le voir à gauche du graphique, donc de la viande ou du poisson. Eh bien, il faut une portion, voire moins qu'une portion pour pouvoir atteindre ces 20 grammes, tandis que pour des protéines végétales, on se trouvera plutôt à droite du graphique et vous voyez qu'il faut parfois 5 à 6 doses pour pouvoir arriver à 20 grammes de protéines. À droite de la diapositive, vous voyez la quantité de produits qu'il faut pour pouvoir arriver à 20 grammes de protéines, alors qu'il faut plus ou moins 70 grammes de viande. Vous voyez que à l'autre extrémité, il faudrait plus de 1 kg de pommes de terre pour pouvoir y arriver. Donc, en plus de cette qualité d'acides aminés, les protéines végétales vont présenter un autre problème, c'est leur digestibilité et leur absorption. Donc, en plus du fait que leur profil en acides aminés est moins intéressant qu'au niveau des protéines animales, on sait que leur digestibilité et leur absorption va se faire moins bien que pour des protéines animales. Et donc, c'est la raison pour laquelle les protéines végétales ne sont absolument pas à bannir, mais peut-être faut-il augmenter un petit peu leur quantité, mixer les différentes sources pour pouvoir atteindre des niveaux d'activation de la synthèse des protéines qui vont être similaires aux protéines animales. Donc, il faut en être conscient. Donc, les protéines sont évidemment très important pour pouvoir stimuler la synthèse des protéines, pouvoir activer la balance protéique nette et pouvoir maintenir la masse musculaire avec l'âge, mais avec cela également l'activité physique a son importance également et malheureusement, on l'a vu dans les premières diapositives, cette activité physique aura tendance à diminuer avec l'âge, à un point tel que certaines personnes plus âgées vont atteindre ce qu'on appelle le seuil de fragilité. Leur activité physique va diminuer d'une manière telle qu'elles ne seront plus capables de réaliser les tâches de la vie de tous les jours et donc vont diminuer leur capacité à pouvoir vivre de manière indépendantes, elles vont tomber en deçà de ce seuil de fragilité. Leur capacité à réaliser des exercices d'endurance, leur force musculaire, leur condition physique de manière générale va se détériorer et tomber en dessous du seuil de fragilité. Or, cette activité physique est tout à fait
prépondérante pour pouvoir maintenir la masse musculaire, la force musculaire et la performance musculaire, et combinés avec une alimentation appropriée vont pouvoir maintenir ces 3 paramètres de manière optimale pour garder la personne âgée dans les meilleures conditions pour qu'elle ne tombe pas sous ce seuil de fragilité. Et ici, sur cette diapositive, eh bien, vous pouvez voir que l'activité physique est particulièrement efficace. Vous le voyez lorsque l'on va faire la synthèse de la littérature et qu'on regarde toutes les études qui ont été publiées par rapport à l'efficacité de l'exercice et de la nutrition, ici particulièrement l'effet des protéines sur le maintien de la masse musculaire, de la force musculaire et de la performance musculaire. On voit que entre 80 et 90% des études qui se sont intéressées à l'effet de l'exercice sur ces 3 paramètres montrent un effet positif. Pour la nutrition, on peut voir que entre 15 et 25% des études peuvent montrer un effet additionnel de la nutrition. Mais donc, l'effet le plus important sur la préservation de ces 3 paramètres, eh bien, se fait par l'activité physique, montrant ici à quel point l'activité physique est vraiment prépondérante chez la personne âgée pour pouvoir maintenir la masse, la force et la performance musculaire. Va s'installer avec l'âge également ce qu'on appelle une certaine résistance anabolique. Donc, anabolique, c'est tout ce qui va permettre de pouvoir augmenter la synthèse des protéines. Donc, à la fois l'activité physique, mais également eh bien la prise de protéines. On peut voir sur cette diapositive que des doses croissantes d'acides aminés essentiels vont avoir une réponse différente au niveau de la synthèse des protéines myofibrillaires à gauche, au niveau de la synthèse des protéines sarcoplasmiques à droite de la diapositive. Ce sont les 2 grandes familles de protéines au sein du muscle squelettique, et cette réponse va être différente chez la personne jeune et chez la personne âgée. Chez la personne jeune qui est représentée par les traits pleins, la personne âgée représentée par les traits en pointillés. Vous pouvez voir que pour une même dose d'acides aminés essentiels, la réponse au niveau de la synthèse des protéines chez la personne âgée va être inférieure par rapport à la personne plus jeune. C'est bien ce qu'on appelle la résistance anabolique qui va arriver avec l'âge. Alors, comment est-ce qu'on peut contrer cette résistance anabolique avec l'âge? Une façon de contrer cette résistance anabolique, eh bien, c'est d'augmenter la quantité de protéines qui va être ingérée par la personne âgée. Ici, de nouveau, on a la réponse au niveau de la synthèse des protéines chez la personne jeune à gauche, chez la personne âgée à droite de la diapositive, avec des doses croissantes de protéines, en blanc 0, en gris clair 10 grammes, en gris plus foncé 20 grammes de protéines, et en noir, vous pouvez voir 40 grammes de protéines. Chez la personne jeune, vous pouvez voir qu'avec 20 grammes de protéines, eh bien, on va saturer la synthèse des protéines. Ajouter 40 grammes de protéines ne va pas stimuler fortement la synthèse des protéines, puisque la synthèse des protéines est un processus qui est saturable, et qu'on va saturer cette synthèse des protéines avec une dose de 20 grammes chez la personne plus jeune. Chez la personne plus âgée, vous pouvez voir que 20 grammes de protéines ne saturent pas tout à fait la synthèse des protéines, et donc d'augmenter la dose chez cette personne plus âgée va pouvoir donner un effet bénéfique et donc stimuler cette synthèse des protéines à une hauteur qui va se rapprocher de celle de la personne plus jeune. Donc, chez la personne âgée, augmenter légèrement la dose de protéines peut avoir un effet favorable dans la stimulation de la synthèse des protéines. Avec cette dose un peu plus importante chez la personne âgée, on peut également stimuler la personne âgée à être la plus active physiquement possible, parce qu'on sait que l'inactivité physique va venir majorer la résistance anabolique. Vous le voyez ici par différents processus. L'inactivité physique qui va venir augmenter l'état inflammatoire déjà un peu plus présent chez la personne âgée et venir majorer la résistance anabolique. Ça peut également être par une plus grande résistance à l'insuline et également par une diminution
diminution de l'activation des cellules satellites qui jouent également un rôle dans la préservation de la masse musculaire chez la personne âgée. Donc le fait d'être physiquement inactif va venir exacerber cette résistance anabolique et donc l'effet des acides aminés sur la synthèse des protéines. Donc rester le plus longtemps physiquement actif pour essayer de limiter cette résistance anabolique est quelque chose qui est à recommander chez la personne âgée. Et donc concrètement, au niveau des recommandations, on peut recommander chez la personne âgée de s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, 20 à 30 minutes, un petit peu plus idéalement. Donc 5 fois par semaine, c'est mieux que 2 à 3 fois, de manière à pouvoir inclure des exercices de musculation, des exercices d'endurance et des exercices d'équilibre. On sait également qu'il existe à l'heure actuelle une nouvelle méthode d'entraînement qu'on appelle l'occlusion du flux sanguin, qui permet eh bien de s'entraîner avec des charges un petit peu plus légères que si on s'entraînait sans cette occlusion du flux sanguin. Donc, qui consiste à eh bien porter des manchons qui vont venir compresser légèrement le muscle et donc limiter l'apport en oxygène, ce qui va créer ce qu'on appelle un stress métabolique un peu plus important, de manière à pouvoir induire une réponse plus importante à l'exercice physique et travailler avec des charges un petit peu plus légères. Au-delà de cette activité physique, eh bien, on va recommander également de faire attention à son apport protéique. Et justement, vient ici ma troisième et dernière question. Quel est l'apport protéique quotidien que l'on va recommander chez la personne âgée? Ma première réponse, eh bien, est 0,8 g par kilogramme de poids corporel et par jour. Ma deuxième réponse, 1,2 g par kilogramme de poids corporel et par jour. Ma troisième réponse, 1,5 g. Et ma quatrième réponse, 2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel et par jour. Alors ici, je vous donne un petit peu un peu plus d'éléments de réponse. On peut donner plus qu'une réponse puisque on est dans un range de recommandations. Il n'y a pas forcément une seule dose qui est correcte. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Je vois beaucoup 1,2, 1,5 grammes. Et de fait, quand on va regarder la réponse, vous pouvez voir que par rapport à ce qui est recommandé chez monsieur et madame tout le monde, 0,8 g par kilogramme de poids corporel et par jour, chez la personne âgée, on peut recommander des doses un petit peu plus élevées, de l'ordre de 1,2, 1,5 g par kilogramme de poids corporel et par jour. Monter au-delà, ça n'a pas beaucoup de sens, donc 2,0 g, c'était une réponse un peu trop élevée, mais de fait, quand on va voir les recommandations, on est entre 1 point et 1,5 g de protéines par kilogramme de poids corporel et par jour. Faire attention à l'apport énergétique total puisque la synthèse des protéines est un processus qui est énergivore. Il faut de l'énergie pour pouvoir synthétiser des protéines et donc il ne faut pas oublier d'avoir un apport calorique qui soit suffisant, de l'ordre de 30 kilocalories par kilogramme de poids corporel et par jour. Faire attention à la leucine, je vous disais que c'est un acide aminé branché très important pour l'activation de la synthèse des protéines et également faire attention au statut en vitamine D qui peut être problématique chez la personne âgée. À cela, on peut recommander également, dans certaines conditions, de la créatine, des oméga-3 pour leur pouvoir anti-inflammatoire, antioxydant, des antioxydants tels que la vitamine C, la vitamine E, la citrulline pour également ses pouvoirs vasodilatoires, ce qui va apporter les nutriments, plus particulièrement les acides aminés, de manière plus efficace au niveau musculaire. Et également, on en parle pas mal à l'heure actuelle, les prébiotiques, leur combinaison qu'on appelle les symbiotiques, qui également peuvent potentiellement avoir un effet bénéfique chez la personne âgée. Et donc, avec ceci, vous avez les recommandations que l'on peut donner chez la personne âgée. Et ça me fait une transition vers la prochaine présentation qui est celle d'Hélène Lejeune, qui va vous donner des aspects un petit peu plus pratico-pratiques puisque Hélène est diététicienne, elle est donc diplômée de la Haute École Vinci.
Elle a beaucoup travaillé en cuisine de collectivité et travaille à l'heure actuelle pas mal avec les maisons de repos. Donc, je peux vous garantir qu'elle sait de quoi elle parle quand on parle de protéines chez la personne âgée. Elle a développé pas mal de compétences en matière de prise en charge nutritionnelle des personnes âgées et elle coordonne depuis 2011 au sein de l'Union professionnelle des diététiciens de langue française. Eh bien, c'est cette organisation dont elle est pour l'instant la présidente et en collaboration avec la VIC, elle a développé le plan wallon et de bien-être des aînés. Donc Hélène, je vais te laisser la parole et voilà, je vais te faire passer la dia suivante pour te laisser débuter ton séminaire. Merci beaucoup, Louise. J'ai trouvé ton exposé vraiment très, très intéressant parce que même si on est dedans tous les jours, en fait, la manière dont tu as présenté les choses était vraiment intéressante pour nous, les diététiciens, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut combiner activité physique et apport protéique, mais on ne connaît pas toujours parfaitement les mécanismes, sauf quand on est diététicien spécialisé dans le sport, ce qui n'est pas mon cas. Donc, j'ai particulièrement apprécié ta présentation. Alors, allons-y pour les apports protéiques et l'avancée en âge. On va voir un petit peu de quoi il retourne dans cette présentation. Alors, le plan de ma présentation, ben voilà, l'introduction, on y est quasiment. On va quand même aborder l'aspect malnutrition-dénutrition, puisque on sort de la semaine de la dénutrition liée à la maladie, mais que certains appellent malnutrition. On va parler de l'étiologie de la dénutrition chez l'aîné, du diagnostic de la dénutrition, des besoins nutritionnels du sujet âgé, et puis de la prise en soin de la dénutrition, et on aura une petite conclusion. Alors, est-ce qu'il faut parler de malnutrition ou de dénutrition ? Les Anglais, souvent, n'utilisent qu'un seul terme pour les deux, donc ils parlent de malnutrition. Chez nous, quand on parle de malnutrition, on distingue si elle est liée à la maladie ou pas. Mais globalement, finalement, cette malnutrition, elle va couvrir aussi bien les carences que les excès, que les déséquilibres en termes d'apport énergétique ou nutritionnel d'une personne. Alors, la malnutrition couvre donc et la dénutrition et quelque part la malbouffe liée à des déséquilibres en termes d'apport ou bien à des déséquilibres liés simplement à des dysfonctionnements comme les malabsorptions. Alors cette dénutrition, chez l'enfant, elle va clairement entraîner un retard de croissance. Chez l'aîné, vous voyez sur la gauche, elle va entraîner également une émaciation, donc un amaigrissement qu'on va notamment beaucoup voir chez les personnes désorientées. Et ça va entraîner finalement une diminution du BMI. Alors, si je passe à la dia suivante, donc voilà, donc on est surtout dans ce cas-là, finalement, chez l'aîné, c'est qu'on va voir apparaître une émaciation et qui n'est pas de très bon augure chez la personne âgée. Alors, si on reprend la définition de la dénutrition qui a été émise par la HAS en 2019, vous savez qu'ils ont refait des recommandations en 2019 pour l'adulte en général et pour l'aîné en 2021. Cette dénutrition, c'est l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel. Ce déséquilibre est caractérisé par un bilan soit en termes d'énergie, soit en termes de protéines. En général, chez l'aîné, elle est effectivement liée aussi bien à un déficit énergétique que protéique. Alors cette dénutrition, elle peut être liée à un déficit d'apport isolé, la personne mange moins pour un tas de raisons, ou bien une augmentation des dépenses ou des pertes énergétiques et ou protéiques. On a vu que si on ne bougeait pas, finalement on perd aussi des protéines. Et puis on peut évidemment avoir une conjugaison des deux, donc déficit d'apport et augmentation des dépenses. Et donc évidemment, cela conduit globalement et assez rapidement à la dénutrition.
Alors, cette dénutrition, bien, elle va conduire à des effets délétères sur des tissus, avec des changements qui sont mesurables, des fonctions corporelles. Quand on ne tient plus debout, forcément, on peut mesurer quelque part l'effet du changement. Et ça joue aussi sur la composition corporelle, on l'a vu un peu avec Louise. Et tout cela va être associé à une aggravation du pronostic des maladies, puisque la récupération chez l'aîné va être plus difficile. Alors, une personne de plus de 75 ans sur 5 sera touchée par la dénutrition en 2050. Et ceci fait la transition avec toutes les causes finalement de la dénutrition. Alors, première question, pour moi, je suis un peu perturbée parce qu'il est écrit question 4, mais évidemment. Donc, quel est le pourcentage de personnes âgées dénutries au domicile? Personnes âgées dénutries au domicile, entre 35, 40 et 45%. Alors, je vais retourner dans l'écran. Donc, j'attends votre réponse. Donc, quel est le pourcentage de personnes âgées dénutries au domicile? Moyen, bien sûr. 35%, 40%, 45%. J'attends vos réponses dans le chat. Ok, donc je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de bonnes réponses, puisque la réponse est effectivement 40%. Donc, quand on pense au domicile et qu'on se dit qu'il y a 40% de dénutris, donc de gens pour lesquels le pronostic vital même est engagé, ça fait quand même un petit peu peur. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de dénutrition au domicile? Ben, clairement parce que les personnes âgées vont manger, d'abord elles ont moins faim, puis elles vont consommer des plus petits repas, elles vont manger plus lentement, elles vont plutôt consommer des petites collations, mais qui ne vont pas forcément faire le poids avec les apports d'un repas correct. Et en plus de ça, finalement, elles vont arriver plus vite à satiété. D'autre part, il y a des expériences, et Louise vous en a déjà touché un mot, et nous, on va le voir finalement en termes d'apport nutritionnel. Qu'est-ce qui se passe quand une personne âgée mange moins ou quand on essaye de la renourrir? Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que la dénutrition péjore considérablement le pronostic. La malnutrition aussi, on l'a vu pendant le Covid. Et chez l'aîné, donc la dénutrition, elle est protéino-énergétique. Alors la satiété, c'est quoi? C'est un phénomène qui va mener à l'arrêt de la prise alimentaire et qui est contrôlé par un système complexe qui comprend l'essence, goût et odorat, mais dont on sait qu'ils sont altérés avec le vieillissement, le tractus digestif, puisque l'estomac va se distendre, mais il va peut-être moins se distendre chez l'aîné, ce qui fait que finalement l'impression de satiété va arriver plus rapidement. L'envie, le système nerveux central, l'envie va jouer un rôle. Vous avez envie de manger, c'est bien, mais quand on n'a plus envie de manger, qu'est-ce qu'on fait? Et puis les nutriments, puisque vous savez que en tant que diététicien, parce que je pense que c'est surtout des diététiciens qui sont présents là dans le webinaire, bien, plus c'est gras, plus on en mange, plus c'est mou, plus on en mange. Et donc, évidemment, ben, c'est pas forcément des protéines qu'on a envie de manger le plus, d'autant si on est rapidement à satiété. Alors, il y a des hormones, évidemment, qui vont également jouer. Et donc, en fait, chez l'aîné, on va constater une diminution de la sensibilité aux orexigènes, donc qui vont ouvrir l'appétit, comme les opioïdes et la gréline, et une augmentation de la sensibilité aux anorexigènes, donc qui vont restreindre cet appétit, tels que la leptine et l'insuline. L'insuline qui va aussi avoir un rôle évidemment prédominant dans la métabolisation des protéines. Donc ici, je vous ai repris ça sous forme d'un schéma. Il ne faut pas oublier évidemment que en plus, vu la diminution des dépenses énergétiques et la diminution de l'exercice, tout ça va aussi creuser le lit de l'anorexie.
On va y ajouter tous les changements physiologiques dont on a déjà un peu parlé, en termes d'hormones, en termes de cytokines, en termes de sens et d'évolution du tractus digestif. Tout ça associé à des comorbidités, la polymédication, qui va nettement entraîner une perte d'appétit et tout ce qui est l'environnement psychosocial. Alors, quand je vous parlais des spécificités du sujet âgé, donc il y a différentes études qui ont été réalisées, notamment par Schneider, sur l'adaptation à la dénutrition chez l'adulte et chez l'aîné. Et donc, en fait, le problème du jeûne chez l'aîné, c'est qu'il va entraîner finalement une perte de poids plutôt aux dépens de la masse cellulaire active, donc de la masse musculaire et des os, et il va entraîner un hypermétabolisme, là où chez l'adulte, en général, quand on arrête de manger, eh bien, l'organisme finalement réduit son métabolisme naturellement en se disant que puisqu'on ne le nourrit pas, il ne faut pas qu'il dépense trop. Chez l'adulte également, on va avoir une perte prépondérante de masse grasse, tandis que chez l'aîné, ça va être plutôt une perte de masse maigre. Alors, on en a déjà un tout petit peu parlé avec Louise. À ça s'ajoute le fait qu'en vieillissant, eh bien, on va moins bien fonctionner, on va moins bien rentabiliser ce que l'on consomme. Et donc, on a évidemment une plus grande difficulté finalement à assimiler les protéines et les calories en avançant en âge. Et puis, on a aussi abordé, le muscle du sujet âgé est plus résistant à l'action des facteurs anaboliques. Alors, en termes de calories, ça veut dire quoi? Quand on propose à des adultes ou à des aînés une nutrition entérale durant 21 jours, eh bien, on obtient un gain de 2,7 kg chez l'adulte, tandis qu'on obtient un gain que de 1,6 kg chez l'aîné. Et pour refaire 1 kg de masse cellulaire active, il faudra 17 000 calories chez l'aîné, tandis qu'il n'en faut que 12 000 chez l'adulte. Et donc tout ça concourt finalement à creuser le lit de cette dénutrition et à entraîner progressivement avec l'avancée en âge une perte de poids que l'on constate malheureusement très très fréquemment. Alors ici, je vous ai repris un schéma de là où je travaille. Moi, je travaille dans 4 maisons de repos de la 6. Et en fait, vous voyez ici dans le rectangle rouge, vous voyez cette cassure de poids qui est représentée dans le schéma là en dessous. Et nous, en tant que diététiciens, on va surtout essayer de limiter finalement cette cassure, parce que le gros problème chez la personne âgée, c'est qu'elle va reprendre du poids si on met en place un support nutritionnel, mais elle ne va jamais reprendre la totalité du poids perdu. Et ça, c'est vraiment un gros souci. Alors, qui sont nos aînés dénutris? Vous voyez, j'ai mis quelques images ici. Donc, vous voyez évidemment les problèmes musculo-squelettiques, donc des gens qui ont besoin d'une aide pour marcher, les gens qui sont seuls, les gens qui sont désorientés, les gens qui sont excessivement fragiles. Là, vous voyez le couple là au milieu, parce que je ne suis pas certaine que vous voyez la flèche de ma souris. Vous voyez qu'ils sont pas bien gras et que il faudrait pas qu'il y en ait un qui tombe, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il arriverait ni à celui-là, ni à son conjoint. La polymédication et la dénutrition concourent largement finalement à accélérer les personnes âgées dans un processus négatif. Ici à droite, vous voyez quelqu'un qui est aussi désorienté, et puis évidemment, vous voyez quelqu'un qui est en fin de vie. Donc, cette spirale de la dénutrition, pour les diététiciennes qui ont suivi de la gériatrie, elles la connaissent très très bien. Évidemment, ça n'arrive pas tout seul, c'est toujours un concours de circonstances, mais les personnes qui sont dénutries, eh bien, sont aussi des personnes qui vont avoir des revenus financiers insuffisants, puisqu'à un moment, il va falloir choisir entre se chauffer, se nourrir son animal de compagnie ou bien le soigner.
Et puis tout ça va rentrer dans la balance et finalement c'est dans l'assiette de notre patient ou de notre personne âgée qu'on va avoir des choses un peu moins intéressantes ou en quantité réduite. Les personnes qui présentent des chutes, des fractures ou des plaies, la chute n'arrive pas par hasard, la chute elle arrive dans un continuum. C'est quand on est fragilisé, c'est quand on n'a plus de force que l'on chute, que l'on casse. Et si après on est alité, évidemment on va plus facilement faire des plaies. Et si on est dénutri, ces plaies vont mal guérir de surcroît. Les chirurgies sont souvent assez lourdes chez l'aîné, d'autant plus si elles sont oncologiques, puisque en fait la plainte arrive très tardivement chez l'aîné, ce qui fait que quand on a des chirurgies abdominales assez lourdes, elles sont en lien avec des tumeurs qui sont souvent déjà très très développées, et donc elles ont forcément un impact majeur sur l'état nutritionnel de notre patient ou de notre résident. Les retours d'hospitalisation, moi qui travaille en maison de repos, c'est quand même pas rare que je récupère des patients qui, après 3 semaines d'hospitalisation, ont perdu énormément de poids, mais également sont complètement perdus dans l'espace et dans le temps. Les troubles bucco-dentaires, on est face à une population qui sait peu soigner les dents, qui n'y a pas pris attention, et donc évidemment, tout commence par la bouche, et quand on n'arrive pas à mâcher correctement, eh bien on modifie son alimentation, et forcément au bout d'un temps, si on n'a pas 20 dents en bouche, en fait on la modifie tellement qu'on peut entraîner des carences, puisqu'on n'arrive plus à consommer tous les aliments nécessaires à une bonne santé. Les maladies chroniques, plus on vieillit, plus évidemment on est sujet à développer des maladies chroniques, mais aussi les maladies récurrentes. Il y a des gens qui finalement ont une récurrence d'hospitalisation ou de maladie qui est telle que finalement ils ne se remettent pas d'une fois sur l'autre. La polymédication, donc on parle de polymédication au-delà de 3 médicaments par jour, et bien sûr les troubles cognitifs, puisque si on oublie de manger, si on déambule, si on ne sait plus très bien comment ordonnancer la préparation d'un repas, eh bien évidemment on va se dénutrir. Alors le diagnostic de la dénutrition, si on prend justement les recommandations soit du GLIM, soit de la HAS en 2021, donc il est recommandé de dépister la dénutrition systématiquement à chaque consultation et lors d'une hospitalisation, et de reporter l'évaluation nutritionnelle dans tout document. Le diagnostic de la dénutrition doit reposer nécessairement sur un critère étiologique, donc une cause, et un critère phénotypique, un indicateur. Et ceci est un préalable obligatoire avant de juger de sa sévérité, repose exclusivement sur des critères non biologiques. Alors, les causes, c'est quoi? C'est réduire sa prise alimentaire de plus de 50% pendant plus d'une semaine, ou toute réduction des apports pendant plus de 2 semaines par rapport à la consommation alimentaire habituelle quantifiée ou à ses besoins. Évidemment, on peut avoir une absorption qui est réduite, notamment en cas de maldigestion, de malabsorption. On va penser à la maladie de Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique, mais on peut penser aussi aux allergies, aux intolérances. Et puis, on parle également de situations d'agression auxquelles la personne âgée est assez régulièrement confrontée, ce qui va enclencher un hypercatabolisme protéique, avec ou sans syndrome inflammatoire. Et s'il y a inflammation en plus, eh bien évidemment, il va aussi falloir majorer les apports. Donc, quand est-ce qu'on est face à un hypercatabolisme protéique? En cas de pathologie aiguë, en cas de pathologie chronique évolutive ou en cas de pathologie maligne évolutive. Donc on peut penser par exemple au cancer du pancréas, mais le Covid a entraîné également un hypercatabolisme protéique. Alors les critères phénotypiques chez l'adulte de plus de 70 ans, c'est perte de poids de plus de 5% en 1 mois ou 10% en 6 mois, ou plus de 10% ou égal à 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Des études récentes ont validé le fait que chez les personnes âgées, un IMC inférieur à 22 kg par mètre carré avait pour conséquence une surmortalité qui était vraiment
démontrée. Et donc, attention également à la sarcopénie qui est confirmée, donc qui est définie par une perte de masse et de force musculaire conjuguée. Alors ça, ce sont des exercices que l'on peut faire en cabinet et assez facilement. Donc, c'est l'exercice des 5 levées de chaise et l'exercice de force de préhension avec le dynamomètre. Je l'ai repris de la HAS au cas où ça vous intéresserait. Donc ici, diagnostic de la dénutrition chez l'adulte de plus de 70 ans. Évidemment, on le sait, hein, le vieillissement entraîne une modification de la composition corporelle et pas seulement à 70 ans, avec une diminution de la masse maigre, une augmentation de la masse grasse. Et j'insiste pour dire que, évidemment, comme le compartiment haut de l'organisme est lié à la masse maigre, ça entraîne évidemment aussi une diminution du volume total d'eau dans l'organisme, ce qui fait que la personne âgée va être plus sujette également à la déshydratation. Et donc vous voyez que, ce que je vous ai déjà dit précédemment, une surmortalité a été démontrée en dessous de 22 d'IMC dans la population âgée. Donc ça doit être vraiment, on doit avoir toutes nos antennes en alerte à ce moment-là. Alors évidemment, certaines pathologies vont altérer la capacité de force musculaire. Et donc, pour confirmer la sarcopénie chez les sujets âgés, il faut associer vraiment une diminution de la force et une diminution de la masse musculaire. Alors, on doit forcément aborder la fragilité. Et pour aborder cette fragilité, eh bien, on va parler des critères de Fried, donc de Linda-Fried. Et donc, ces 5 critères sont perte de poids involontaire au cours de la dernière année, vitesse de marche ralentie, avec pour norme finalement 0,8 mètres par seconde, une faible endurance, une faiblesse, une fatigue et ressentie et des activités physiques réduites. Et je vous ai repris le pourcentage de la population de 65 ans et plus selon les dimensions de la fragilité par région de l'enquête de santé réalisée par Cienzano en 2018. Et donc, vous voyez que finalement, mais si on se base sur la Belgique, eh bien, 25% des personnes présentent un manque d'énergie, 12% une perte d'appétit, 36% une faiblesse musculaire, presque 33% une vitesse de marche ralentie et 32%, 31% une faible activité physique. Et ces chiffres sont majorés globalement en Wallonie. Un peu moins pour la perte d'appétit, mais globalement. Donc, c'est assez interpellant. Donc, en fait, c'est quoi ce concept de fragilité? C'est l'association d'un amaigrissement. Donc, 5% de perte de poids, c'est pas grand-chose, hein, c'est 3 kilos quand on en faisait 60. Incapacité de se lever d'une chaise seule et sans l'utilisation des mains. Donc, je vous ramènerai au temps. En fait, il faut arriver à se lever de la chaise 5 fois sans les mains en 15 secondes maximum. Si ça prend plus de temps, eh bien, ça signe une faiblesse musculaire. Et il faut évidemment répondre positivement à la question vous sentez-vous vide d'énergie sur l'échelle de dépression gériatrique. Et cela, c'est un outil repérage validé pour la fragilité. Et qui, évidemment, s'il y a fragilité, c'est prédictif de la survenue d'une chute, d'une fracture ou de dépendance. Alors ici, je vous ai repris également le tableau de Cienzano qui reprend finalement la distribution au niveau de la fragilité au sein de la population de 65 ans et plus par sexe, par âge et par région. Ce sont des schémas que vous pouvez retrouver très très facilement sur le site de Cienzano. Et donc vous voyez que finalement, en Belgique, chez les plus de 65 ans, eh bien, vous avez quand même donc en vert clair les fragiles, en vert foncé les très fragiles et en jaune les robustes. Évidemment, on a tout intérêt à rester robuste, d'accord? Parce que si on perd de sa robustesse et que l'on devient très fragile,
On peut encore agir tant qu'on est très fragile, mais dès qu'on est fragile, en fait, on entre totalement en dépendance. Ça va? Et donc, vous voyez que finalement, la fragilité, elle va altérer plus la vie des femmes de plus de 75 ans, puisque dans le premier schéma sur la Belgique, vous voyez qu'il y a quasiment 50% des femmes qui sont déjà fragiles en Belgique. Alors, quels sont les besoins nutritionnels du sujet âgé? J'en viens donc à ma question. Après tout ce qu'on a raconté, le métabolisme chez la personne âgée, donc le rendement métabolique chez la personne âgée, est-il 30% inférieur à celui de l'adulte sain, équivalent à celui de l'adulte sain, ou supérieur de 30% à celui de l'adulte sain? Alors, j'attends vos réponses. Donc, je répète. Donc, le rendement métabolique chez l'aîné est-il 30% inférieur à celui de l'adulte sain, équivalent à celui de l'adulte sain, ou supérieur de 30% à celui de l'adulte sain? Le métabolisme, donc le rendement métabolique. Vous pouvez répondre dans le chat. Inférieur, inférieur. Encore beaucoup de réponses. Ah, c'est pas mal de réponses. Parce qu'il faut jouer un peu avec tout. Le A, donc le A, c'était inférieur de 30%. Je ne vois plus de réponse arriver. Effectivement, donc en fait, le rendement métabolique est inférieur chez l'adulte sain. Voilà. Il y a une erreur dans le truc. Donc le rendement métabolique est moindre, hein, d'accord? Donc en fait, il faut quelque part, il faut plus de calories et plus de protéines. Il faut 30% de plus de protéines et de calories chez l'aîné que chez l'adulte. Désolée pour cette erreur. Donc, effectivement, vieillir coûte en énergie et en protéines. Et la phrase du docteur Éric Fontaine, que vous connaissez sans doute et qui a démarré le collectif de lutte contre la dénutrition en France, il dit « Au-delà de 70 ans, maigrir, c'est mourir ». Donc, chez l'adulte, on va avoir un apport moyen nécessaire de 30 calories par kilo de poids et par jour et 0,8 g de protéines par kilo de poids et par jour, avec notamment des apports en calcium de 940 mg par jour. Chez le sujet âgé, on va souvent parler de 35 calories par kilo de poids et par jour et 1 g à 1,2 g en dehors de toute situation catabolique, hein, de toute agression, de toute maladie. 1 g à 1,2 g de protéines par jour et par kilo de poids. Ça va? En termes de calcium, on a des besoins inégalés par rapport à toute notre croissance. Donc, on est à 1200 mg de calcium par jour. Et je ne vais pas apprendre aux diététiciens que pour bien assimiler le calcium, il faut de la vitamine D, évidemment. L'hydratation est identique pour l'aîné et pour l'adulte, sauf que l'adulte ressent la soif et que l'aîné ne la ressent plus. Et que donc, il faut user de toutes sortes de moyens pour arriver à hydrater correctement nos aînés. Alors ici, si on prend la situation les besoins du sujet âgé en situation catabolique, en situation de dénutrition ou en situation de catabolisme, eh bien, chez le sujet âgé dénutri, on va essayer d'atteindre 40 kilocalories par kilo de poids et par jour, mais de manière progressive, en sachant qu'on va devoir passer régulièrement par une supplémentation médicale, donc des compléments alimentaires
pour pallier à ces besoins, parce que c'est très difficile de renourrir quelqu'un qui n'a pas faim. Et vous voyez que chez le sujet âgé agressé, on va devoir parfois atteindre 50 kilocalories par kilo de poids et par jour. Ça, c'est en cas de plaie, de chirurgie très très lourde. Et là, le besoin en protéines va être jusqu'à 1,5 g par kilo de poids et par jour. Et donc, c'est très très compliqué de donner autant de protéines uniquement par l'alimentation. Vous le voyez dans la colonne de gauche, j'ai indiqué protéines de haute valeur biologique et je pense que vous avez maintenant bien compris pourquoi, mais qui doivent être associées à une mobilisation. En termes d'apport en eau, cet apport doit être majoré s'il y a des plaies, puisque la plaie est consommatrice en calories, en protéines et en eau. Les fibres, comme chez tout le monde, sont indispensables, même chez les aînés, puisqu'ils ont une tendance naturelle à la constipation qui est aussi liée à leur manque d'activité et à leur manque d'hydratation. Pour le reste, mais comme je vous l'ai dit, calcium, vitamine D, bien sûr, éventuellement vitamine C en cas de plaie ou de stress oxydatif important, mais également magnésium, cuivre, sélénium, zinc qui va avoir un effet aussi sur le goût, et puis surtout les vitamines du groupe B qui sont indispensables en même temps que celles, donc le D et C. Alors pour couvrir les besoins en protéines sur une journée, eh bien voilà, je vous ai mis un petit schéma et on arrive gentiment à 65 grammes de protéines en ayant un petit déjeuner un peu protéiné, mais surtout des collations qui sont lactées pendant la journée. Ça n'empêche pas qu'on mange des fruits et des légumes, mais il faut quand même minimum 125 grammes de viande le midi et de nouveau un apport de protéines idéalement de haute valeur biologique le soir. Sinon, on ne couvre pas ses besoins minimaux en protéines chez l'aîné. Et donc finalement, cette prise en soin de la dénutrition, souvent, on va y associer et le contenu de l'assiette et une complémentation médicale. Je vous ai remis les schémas de la SFNEP 2012, donc qui indiquent que même quand il n'y a pas de dénutrition, on reste vigilant. Et s'il y a une dénutrition et qu'en plus les ingestats sont inférieurs à 60% des besoins, eh bien, on va assez rapidement complémenter par une alimentation qui va être enrichie et des compléments nutritionnels. S'il y a des nutritions modérées également. Et à partir du moment où on est dans des cas plus sévères, on va parfois même utiliser une nutrition entérale. Et je déplore personnellement qu'en maison de repos, on ait toujours surtout envie de supprimer l'alimentation entérale quand nos patients reviennent de l'hôpital avec une sonde pour les renourrir. Donc les enrichissements naturels, comme je pense qu'il y a vraiment beaucoup de diététiciennes là, eh bien évidemment on va toujours combiner calories et protéines. Ces protéines, on peut les trouver dans des aliments tels que les œufs, le lait sous toutes ses formes, en sachant qu'il y a relativement peu de personnes qui ne vont plus vouloir consommer du fromage ou des œufs, tandis qu'on va avoir beaucoup plus de difficultés de leur faire consommer de la viande, parfois du poisson. On peut évidemment utiliser des enrichissements énergétiques aux dépens des matières grasses et des hydrates de carbone. Et puis ce qui fonctionne super bien chez les personnes âgées, ce sont les plats complets. Donc les flans, les crêpes, les tourtes, voilà. Tout ça, ça va super bien marcher. Alors la question 6, et on en a déjà un peu parlé, quelles sont les protéines à privilégier chez l'aîné? Surtout animal, première réponse, surtout végétal, deuxième réponse, à part égale, animal et végétal, troisième réponse. Donc, quelle protéine, quel type de protéine privilégier chez l'aîné, soit de source animale, soit de source végétale, soit à part égale, animal et végétal. Haute valeur biologique, animal, 1, A. Et voilà. Donc, vous devez vraiment retenir ça. Et donc, finalement, les plats végétaliens sont
peu, voire non recommandé. Peu, voire non recommandé chez l'aîné. D'accord? Donc, on entend beaucoup maintenant, ah ben, une fois par semaine, il faut au moins mettre un plat sans protéines animales. Eh bien, je ne cautionne pas cette idée. Ça n'empêche pas d'ajouter des lentilles dans les potages, etc. Mais c'est vrai que c'est pas trop intéressant pour nous, puisqu'on a vraiment besoin d'avoir une assimilation maximale. C'est pas la bonne réponse. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les dias, mais c'est surtout d'origine animale, en fait. Et pourquoi? Eh bien, donc ça rejoint un petit peu ce que Louise avait présenté. Ben pourquoi? Parce qu'on a une meilleure digestibilité des protéines de l'œuf et du lait. On a vu que c'était même les protéines du petit lait qui étaient plus digestes par rapport aux protéines qui viennent des céréales. Et donc, si on considère qu'on a un rendement métabolique de 70% chez la personne âgée et qu'en plus, on a un pourcentage de digestibilité de 40% pour le froment, par exemple, ou pour les céréales, eh bien, on va faire 70% fois 42%, donc on a 28% d'assimilation des protéines végétales chez l'aîné, et en plus, on n'a pas forcément tous les acides aminés si on ne combine pas les céréales avec les légumineuses. Et donc, ça devient un petit peu compliqué de couvrir nos besoins qui sont, vous avez vu, déjà majorés. C'est bien de couvrir les besoins et c'est bien également, évidemment, de mobiliser et de proposer une activité physique ou sportive adaptée pour augmenter la synthèse protéique. Je vous ai remis à titre d'information ce que peut apporter l'œuf, ce que peuvent apporter les fromages ou bien les poudres de lait, par exemple. On a quand même 27%, donc quand vous pensez qu'une mesure de poudre de protéines qui fait 2,5 grammes apporte 2 grammes de protéines et en plus fait des grumeaux dans le potage, eh bien, ça vaut parfois la peine d'utiliser finalement de la poudre de lait entier ou bien du parmesan, qui en plus ne va pas filer et donc ne va pas poser de problème pour les personnes qui ont des troubles de déglutition. Voilà, les suppléments nutritifs oraux, ben vous les connaissez si vous êtes diététicien, et de toute façon, on va toujours privilégier du hyperprotéiné, hypercalorique chez nos aînés dénutris. Il y a un seul cas dans lequel on va peut-être être attentif, c'est l'insuffisance rénale chronique, pas la dialyse. Dialyse, on va toujours donner du HPHC, mais en insuffisance rénale chronique, si on doit limiter les protéines, là, on sera attentif à ne pas forcément mettre un hyperprotéiné. Donc, cette prise en soin, pour qu'elle soit optimale, elle doit être précoce, adaptée, alliant l'alimentation enrichie et l'alimentation médicale. Donc, il faut de l'énergie et des protéines, et pas forcément toujours de l'énergie sous forme de graisse, puisque du gras, en Belgique, on en mange suffisamment, mais peut-être sous forme d'hydrate de carbone. Cette prise en soin, elle doit être régulièrement évaluée, et si on met en place un support nutritionnel, il doit être maintenu durant 4 fois la durée de la maladie, puisqu'on a cette résistance à la renutrition chez l'aîné. Ici, je vous ai mis un peu sur la base de ce que moi je fais, ce que peut apporter finalement un potage enrichi, une purée enrichie, une crème enrichie, à quoi on va ajouter un complément nutritionnel avec 400 calories et 18 grammes de protéines. Et vous voyez que par rapport à des aliments habituels et sans le complément nutritionnel oral, on a une différence de 740 calories et 40 grammes de protéines. Et là, ça commence à valoir la peine. Alors, je rappelle que le GDG a élaboré un recueil d'alimentation thérapeutique chez la personne âgée, essentiellement destiné aux maisons de repos qui ne disposent pas en interne des compétences d'un diététicien, mais surtout pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, il n'est pas encore tout à fait disponible parce qu'il y a encore quelques corrections à y apporter, mais il sera bientôt mis à la disposition de tous et sur le site des diététiciens et sur le site de l'AVIC. En conclusion,
La malnutrition, c'est une maladie qui est très répandue. Elle touche 35% à 40% des personnes âgées à domicile en Belgique. Le poids, c'est un indicateur de taille. Si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir si on perd du poids. Un indice de masse corporelle normal ou élevé n'exclut pas la possibilité d'une dénutrition. On a assez parlé de la sarcopénie. Chez l'aîné, la dénutrition est protéino-énergétique. Une surmortalité a été démontrée en dessous de 22 d'IMC, donc on n'affame pas nos aînés, même s'ils présentent un diabète de vieillesse. La dénutrition, c'est l'affaire de tous, patients, proches, aidants, soignants. Jamais oublié, évidemment, mais je pense que je parle à des convaincus, que l'alimentation, c'est le premier pilier de la santé. Le deuxième, c'est l'activité physique. Le troisième, c'est la santé mentale. Statut nutritionnel et qualité de vie sont étroitement liés. Il faut intervenir précocement pour éviter la dégringolade chez la personne âgée et du coup l'entrée en dépendance. La dénutrition nécessite une prise en soins adaptée, spécifique, régulièrement évaluée, alliant un plan de soins nutritionnels et la mise en place d'un support nutritionnel adéquat. Et si vous n'étiez pas convaincu, le diététicien, c'est le professionnel paramédical reconnu et spécialisé en nutrition et diététique, qui accompagne et délivre des soins nutritionnels de qualité fondés scientifiquement aux demandeurs de soins dans toutes les lignes de soins. Et pour ceux qui ne seraient pas encore membres de l'association, je vous renvoie vers le site des diététiciens et je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez les poser dans le chat. Merci Hélène. Et de fait, il y a déjà des questions dans le chat, donc je propose de les reprendre et je pense qu'il y en a en tout cas deux pour toi. Les recommandations nutritionnelles spécifiques à la fragilité, est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'on peut recommander pour cette population un peu spécifique? Alors, par rapport à la fragilité, eh bien, effectivement, en fait, on a deux leviers possibles, l'alimentation et l'activité physique adaptée. Donc, en fait, c'est ce qui est vraiment recommandé, c'est de revalider sur le plan nutritionnel, donc c'est-à-dire donner assez de protéines et peut-être aussi convaincre de l'importance de manger quand on est âgé, parce que on fait face en fait à des populations qui sont pas du tout conscientes de l'importance de manger et de consommer des protéines. Et comme on a une perte de goût progressive qui va s'installer, on va avoir de plus en plus tendance à être attiré par des aliments qui sont sucrés. Et ce qui fait que petit à petit, on va délaisser les sources de protéines animales. Et c'est là aussi que je pense que c'est important d'insister sur l'œuf et sur le lait. Le petit suisse, ça fait des miracles. Les laitages, ça fait des miracles. Les crêpes salées sucrées, c'est très, très apprécié. Ça fond dans la bouche, c'est un peu gras. Et donc, finalement, c'est très bien consommé. Moi, je prêche un peu pour ce type d'aliments qui sont des aliments finalement très, très simples, qu'on a toujours à sa disposition et qui passent très, très bien chez l'aîné. En fait, il faut vraiment les convaincre qu'il faut remanger. Alors, remanger un petit morceau de fromage, même à la crotte, comme ça, c'est pas compliqué non plus. Mais pour qu'ils assimilent leurs protéines, pour qu'ils se revalident, il faut aussi les faire bouger. Il faut non seulement qu'ils récupèrent leur mobilité si c'est post-chirurgical, mais aussi qu'ils récupèrent un peu de souffle, de force, etc. Donc ça, c'est vraiment l'affaire soit des éducateurs sportifs, soit des kinés. Un petit peu trop peu des kinés à mon goût dans les maisons de repos, mais voilà, peut-être que ça changera un jour. Et si je peux rebondir là-dessus, si on veut vraiment que l'activité physique soit efficace et permettre de diminuer la résistance anabolique, eh bien, il faut aussi faire attention au statut inflammatoire. J'ai pas tellement insisté là-dessus, mais vous l'avez vu sur la diapositive. C'est quelque chose qui doit être monitoré. À partir du moment où on tombe dans la fragilité, il est possible que certaines pathologies sous-jacentes induisent un statut inflammatoire tellement élevé qu'en fait, on a beau faire des efforts physiquement, on a beau faire des efforts au niveau nutritionnel, on met tout un peu à mal à cause d'un statut inflammatoire trop élevé. Donc, peut-être d'abord faut-il commencer par réduire ce statut inflammatoire de manière médicamenteuse et puis on peut, dans un traitement de fond, repartir sur une attention particulière sur
les protéines et sur l'activité physique. Alors, une question plus pour moi, je pense, comment surveiller la perte de masse musculaire chez les personnes très âgées? C'est pas tant la masse musculaire en elle-même qu'il faut surveiller. Je pense que ce sont les aspects fonctionnels. Ça, c'est ce qu'on peut regarder au jour le jour. Si une personne ne sait plus prendre son sachet de course, si une personne ne sait plus se relever sans ses mains d'une chaise, ce sont quand même des signes qui doivent faire un peu penser à potentiellement de la sarcopénie. Donc, cette perte de masse musculaire couplée à une diminution de la fonctionnalité musculaire. Mais vraiment mesurer la masse musculaire dans un premier temps, je pense que un périmètre musculaire simplement, un peu de bioimpédance et un suivi longitudinal d'année en année, ça peut suffire. On n'a pas besoin d'un DEXA ou d'un IRM dans un premier temps. Oui, moi je vais rebondir là-dessus parce que je pense que nous devons regarder nos patients. Nous devons les observer. Quand on connaît un peu ces patients, et c'est ce que je propose aussi aux pharmaciens qui finalement voient les gens arriver dans leur officine, ben, ils voient quand ils se dégradent. Mais il ne faut pas attendre 3 mois. Hein. C'est comme pour le poids. Quand on voit qu'ils perdent du poids, il faut y aller tout de suite. Il vaut mieux, à la limite, leur faire reprendre tout le poids perdu plutôt que d'attendre en se disant ben, on verra bien le mois prochain si c'est toujours comme ça. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps pour agir. La réversibilité, elle est sur un très très court délai. Et pour la faiblesse musculaire chez l'aîné, c'est la même chose. On l'a vu, pour refaire du muscle, il faut tout un temps. Et donc, plus ils en ont perdu, plus ça va être compliqué. Et donc, il faut essayer d'agir vite. Et pour ça, il faut les regarder. Quelqu'un qui finalement, petit à petit, perd l'équilibre, qui doit marcher maintenant avec une canne alors qu'avant, il ne marchait pas avec une canne, ce sont quand même des choses qui doivent nous interpeller. Alors, une autre question, on a parlé des problèmes de déglutition. Qu'est-ce qu'on peut recommander comme aliment à ces problèmes de déglutition? On parlait du lait, des œufs. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui peuvent être favorisées aussi chez ces personnes-là. Alors, moi, personnellement, quand j'ai des personnes qui présentent des problèmes de déglutition, j'utilise beaucoup des flocons de céréales qui sont tout à fait lisses, auxquels on peut ajouter soit du lait, soit un jus de fruits. Moi, j'utilise aussi, je ne fais pas de publicité, mais j'utilise beaucoup le petit suisse, énormément, parce que ça passe très très bien. Je fais même des petites mousses un peu, je ne peux pas donner des marques, des petites mousses laitières. Donc en fait, je mélange de l'œuf avec du sucre, je bats le blanc en neige, je mélange le fromage blanc avec l'œuf et le sucre, et à ça j'ajoute le blanc en neige, et en fait ben, j'ai non seulement les protéines d'un œuf et les protéines de 100 grammes de fromage blanc. Ça marche du tonnerre parce qu'en fait, comme c'est foisonné, c'est un peu comme la glace, si vous voulez, vous ne vous rendez pas compte du tout du volume que vous consommez. Quand il y a de l'air dedans, ça passe tout seul. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est lait soufflé. De nouveau, utiliser le jaune d'œuf dans la purée de pommes de terre et puis ajouter du blanc d'œuf. Ça va le rendre beaucoup plus mousseux et en fait, on en mange plus sans s'en rendre compte. Et on a mangé de la protéine. Dans cette purée, vous pouvez ajouter également du parmesan, par exemple. Donc, parmesan, c'est quand même 40% de protéines et aussi 40% de matière grasse, mais enfin aussi du calcium et aussi de la vitamine D. Donc, comme en plus les graisses laitières n'ont pas forcément d'impact par rapport aux maladies cardiovasculaires, je pense qu'on peut vraiment utiliser ça. Ce sont des produits qui passent très très bien. Ce sont des produits qu'ils connaissent, parce que quand on vient avec des produits qu'ils ne connaissent pas, c'est parfois un peu compliqué. Il faut avoir un retour aux sources, il faut faire des recettes traditionnelles et les enrober en fait, avec de l'œuf, avec du fromage, avec du blanc d'œuf qui est très riche en protéines également, et ça marche très très bien. Voilà. Alors, encore une question que je vois dans le chat ici par rapport à la malnutrition en maison de repos. Est-ce que le screening sur le risque pour la malnutrition est fait systématiquement, ou y a-t-il une certaine politique qui est appliquée dans les maisons de repos pour identifier le risque de malnutrition? Alors, la recommandation du plan Wallon, c'est vraiment le screening.
screening à l'admission, donc dépistage à l'admission et si possible évaluation nutritionnelle complète donc par le biais du MNA à l'admission pour avoir une photographie au temps zéro. Et puis on agit. Mais donc plus vite on fait ce dépistage et plus on réduit les risques de dégringolade en fait. Ça c'est vraiment important. Et d'autant plus chez les personnes désorientées, puisqu'on sait que chaque perte de kilos chez la personne désorientée va être associée à une évolution de la démence. Et peut-être pour rebondir là-dessus, alors peut-être une dernière question. Comment réagir face à des gens qui sont malnutris, mais qui veulent absolument pas, qui ne répondent pas aux stimulations nutritionnelles? Donc là, on va venir évidemment sur quelque chose qui est tout à fait important. C'est d'abord d'où vient ce refus. Il n'a plus d'appétit malgré les stimulations. Est-ce qu'il a encore envie? Ça, c'est important. Parce que la première chose à se poser comme question, c'est est-ce qu'il y a encore une envie d'aller plus loin? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, personnellement, quand j'ai des gens qui refusent, je leur explique ce qui va se passer. Et parfois, ça les convainc. Je leur explique qu'ils vont s'affaiblir, je leur explique qu'ils vont pouvoir de moins en moins faire d'activités, de moins en moins tenir debout. Et donc, finalement, parfois, ça en convainc certains. D'accord? On ne peut de toute façon pas forcer. Puisque ça, c'est de la maltraitance nutritionnelle. Donc, quelque part, c'est vrai que tant qu'on peut, en fait, augmenter la densité nutritionnelle d'un aliment sous un faible volume, voilà, c'est à nous de jouer. Et on est diététicien pour ça. Mais quand la personne ne veut pas du tout, ben on doit s'en tenir à sa décision. Voilà. Moi, je commence toujours par l'enrichissement. Maintenant, si j'accueille quelqu'un qui est très très fortement dénutri, utiliser l'enrichissement, mais sous des petits volumes, et je vais quand même complémenter. En général, je mets un peu le paquet. Et peut-être une dernière question pour toi, Hélène. Est-ce que les personnes atteintes de démence doivent-elles recevoir a priori une alimentation riche en protéines? Donc les personnes atteintes de démence. Ben oui. Donc, non seulement la personne atteinte de démence, il faut essayer de lui faire regagner un peu des kilos. Pourquoi? Comme je viens de le dire, chaque perte de kilos est associée à une évolution de la démence. Donc, moins vous nourrissez, plus la démence flambe. Ça va? À ça, il faut ajouter qu'on est face à des personnes qui parfois déambulent jusqu'à 30 km par jour. Donc évidemment, elles s'émancient. Et donc évidemment, c'est très très compliqué de les nourrir suffisamment pour garder un équilibre. Et donc plus elles vont s'affaiblir, plus elles vont être malades, plus elles vont tomber. Et vous savez que quand une personne désorientée commence à tomber, les personnes âgées ne mettent plus leurs mains devant pour tomber, donc elles se cabossent complètement le visage, elles sont toutes contusionnées. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire souvent, c'est mettre en place une contention passive, parfois chimique malheureusement, mais passive, c'est-à-dire qu'on va les installer au fauteuil avec une tablette pour ne plus les laisser bouger, plus les laisser se lever, plus les laisser marcher comme ils ont envie de le faire, et à partir de ce moment-là, ils vont hurler. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut une alimentation riche tout court et en protéines si possible. Mais globalement, il faut un peu les surnourrir, ces gens-là, parce qu'ils vont être amenés à avoir des comportements qui vont les empêcher finalement de manger. Quand on oublie de manger, quand on ne sait pas ordonnancer l'organisation d'une recette, etc., parce que ça c'est par rapport au domicile, eh bien, il faut compenser. Et j'insisterai également sur le fait qu'il faut surveiller les dents. C'est souvent les dents qui meurent avant son conjoint d'épuisement, parce que lui ne mange plus, parce que lui n'a plus de nuit, parce que lui est tout le temps stressé. Et donc, il faut aussi beaucoup surveiller les dents. Tout à fait. Un grand merci, Hélène. Je pense qu'on peut remercier l'audience. On peut remercier d'avoir été autant présent à ce webinaire. Merci aux organisateurs et
À une prochaine fois. À une prochaine fois. Merci beaucoup.